Bonjour à tous. Le mois de mai au bord de la Méditerranée me semble être la meilleure des périodes. Avant l'arrivée des vacanciers, avant les trop lourdes chaleurs, on profite pleinement des fleurs d'une végétation en pleine activité et de cette vue imprenable sur le golfe de Saint-Tropez. Fabrice Mort, bonjour. Vous êtes directeur des restanques. Alors, j'aurais voulu que vous m'expliquiez d'abord le sens de ce mot, restanque. Alors, les restanques viennent des petits murets de pierre que l'on utilisait donc dans le sud de la France, entre autres, pour la culture lorsque les pentes étaient escarpées. Donc, à l'origine, c'était des terres agricoles. Sur le contrebas donc, de notre camp de vacances, il y avait des terres agricoles, principalement des vignes. Et sur le haut de la colline, c'était des chênes lièges qui étaient exploités à l'époque. Et maintenant, quelle est la philosophie du lieu ? Nous avons essayé de reconstituer un village provençal sur les restanques, puisque nous sommes à flanc de colline. Nous avons voulu conserver cet esprit provençal et surtout avoir un environnement de grande qualité pour nos clients. Par exemple, nous avons caché le bâti par un écrin de verdure. Fabrice Mort, merci. Nous verrons tout à l'heure avec votre chef jardinier comment il gère ce petit jardin de 25 hectares. Mais pour l'instant, nous rejoignons Coralie au Jardin des Balmes, qui comme chaque semaine répond à une de vos questions. Aujourd'hui, comment arroser les plantes en pot ? Et c'est vrai, c'est pas si simple. Eh bien voilà une question d'actualité. C'est vrai qu'avec les premiers beaux jours, on a envie d'être dehors et d'installer forcément des jardinières, des potées d'extérieur. Alors, la question de l'arrosage des plantes en pot est double. Il s'agit d'arroser le moins souvent possible pour se simplifier la tâche et bien sûr aussi d'économiser l'eau, donc d'arroser le moins possible. Pour cela, on peut d'abord commencer par cultiver des plantes qui n'ont pas besoin d'eau, ou presque. Les thym, les lavandes, les petits erigerons des murailles ou même les sédums. Il y a toute une palette végétale. En tout cas, je vous conseille toujours de rempoter les plantes que vous achetez en jardinerie, même si elles sont en fleurs. Tout simplement parce qu'elles sont cultivées en pépinière, dans des substrats, des mélanges qui sont conçus pour être arrosés automatiquement et très régulièrement. Ce qui fait que quand vous arrivez chez vous, au balcon par exemple, vous allez espacer les arrosages. La terre va finir par se rétracter, se compacter et lorsque vous arrosez, l'eau passe directement entre la motte qui est trop dure et le contenant en plastique. Et en plus, l'eau stagne dans la coupelle et les racines s'asphyxient. Bref, c'est un désastre. Petit 1, je vous conseille de rempoter dans un pot plus grand. Il y a plus de terre, donc forcément, vous augmentez la capacité de rétention en eau de votre potée. Utilisez un mélange plus rustique, plus adapté à un arrosage domestique, moitié terre de jardin, moitié terreau de rempotage. Petit 2, remplissez votre coupelle avec un matériau, des billes d'argile, de la pouzzolane ou même des galets. Les racines seront hors d'eau tout en bénéficiant d'une certaine humidité. De toute façon, il n'y a pas de règle générale. Regardez cette prêle, elle adore baigner dans l'eau, c'est quasiment une plante aquatique. Il y a aussi des plantes qui apprécient une humidité constante, comme ces arômes. Au moment du rempotage, au lieu de mettre un galet dans le fond, je mets un petit bout de mousse ou d'éponge qui va faire un effet de mèche avec la coupelle qui fait office de réservoir. Si vous avez de nombreux petits pots, toujours charmants et surtout faciles à transporter, je vous conseille d'installer un baquet d'arrosage. Dans ce baquet, vous allez pouvoir récupérer de l'eau, par exemple de rinçage des légumes, toute cette eau qui part en général dans l'évier et qui finalement est gaspillée. Vous serez étonné des quantités d'eau que l'on peut récupérer. Alors, vous pouvez faire un plongeon à vos plantes. En général, elles gazouillent. Ensuite, égouttez-les et croyez-moi, un bon trempage vaut largement 2 arrosages. On quitte les bords de la Méditerranée pour le chantier de Thierry. Un petit espace à l'ombre de pins maritimes, mais que Christiane trouve décidément trop triste. Bon, bonjour. Bon, là, je suis dans mon jardin. Je suis un peu dans un endroit ombragé. J'ai pas mal d'hostas qui sont en train de pousser. Et donc, l'été, ça fait un joli feuillage. Au printemps, on a des bulbes qui font de la couleur, mais malheureusement, l'été, il n'y a plus beaucoup de couleurs et presque tout disparaît au moment de l'hiver. Ce que ne vous a pas dit Christiane, c'est qu'elle rêve depuis plusieurs années de planter des fuchsias. Et ça, pour apporter de la couleur au jardin, c'est très efficace. Elle habite en bord de la région des Dombes, donc une région connue pour ses marais, mais aussi pour ses sols souvent acides. J'ai eu la chance de rencontrer une passionnée de fuchsias qui en cultive certains en pleine terre avec beaucoup de succès, tout près d'ici et dans des conditions équivalentes.
Je lui ai donc demandé conseil, comme ça je suis sûr de l'adaptation et de la rusticité des plantes que j'ai choisies. Il a fallu aussi que j'aille les voir en début d'automne, pour les avoir en plein développement, en pleine floraison, parce qu'à ce stade de bouture, c'est un peu dur de juger. Je vais donc parsemer de fuchsia cette zone. Et pour assurer le décor hivernal, je vais les lier à la végétation en place avec des fougères persistantes. Cette petite forme en spirale que je suis en train de repérer, c'est pour faire une petite structure. Alors ça va animer l'entrée du jardin, ça va faire oublier un petit peu la clôture derrière. Et de toute façon, j'avais besoin d'une structure car certains de mes fuchsias se pâlissent. Elle va commencer à peu près à cette hauteur et diminuer progressivement en ondulant dans ce tapis d'oxalis. Je vais la réaliser avec ces perchettes de châtaignier qui ne seront pas liées entre elles, juste fichées d'environ 50 cm pour les plus grandes. Il faut bien que ça tienne. Pendant que je finis cette petite structure, Pierre aère le sol, surtout là où j'ai piétiné bien sûr. On va incorporer un amendement organique en surface à la plantation. Sinon, c'est aussi bien sûr le moment de vérifier la perméabilité du sol, ce qui est très important pour les fuchsias. Pour ce qui est du pH, il existe des petits kits d'analyse très simples d'utilisation, mais je vous conseille aussi et surtout de regarder ce qui pousse autour de vous et de prendre conseil auprès des pépiniéristes de votre région. J'oubliais, si vous vous intéressez aux fuchsias et que vous n'avez pas la chance d'avoir un sol comme celui de Christiane, il faut absolument vous documenter. Je vous mettrai donc des références d'ouvrages et de sites internet sur france3.fr, rubrique côté jardin, en même temps bien sûr que le plan et la liste du jour. Comme promis, j'ai fait une sélection de fuchsias rustiques. Toutes les espèces botaniques sont originaires d'Amérique latine. Vous les pensez donc tropicales et pourtant elles poussent jusqu'à la terre de feu et plus au chaud jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude. Certains fuchsias sont donc tolérants au froid. Mais toutefois, il ne faut pas oublier de les tailler et de protéger leurs souches pour l'hiver. Je commence avec les fuchsias les plus grands, avec ce groupe de 3 fuchsias Regiarezzi. Ce sont des fuchsias botaniques classés parmi les plus rustiques. Ils sont assez imposants, mais un peu retombants, ce qui permet de les palisser sur cette cage. Juste devant vous, le Magellanica versicolore, un fuchsia à feuilles légèrement bigarrées. Et de l'autre côté de la cage, voilà le fuchsia Oxède, la tête de faucon. Il est un peu moins imposant, mais plus érigé, et je l'ai surtout choisi pour sa floraison fine et blanche. Autour de la queue de ma spirale, j'ai installé des masses de fuchsia corallina. Ce sont de petits fuchsias retombants qui forment des sortes de dômes fleuris absolument adorables. Encore un fuchsia que je veux vous montrer, venez voir. C'est le Lady Boufbaille. Il est à l'origine de cette idée de structure car il produit de très longues pousses qu'il est vraiment important de palisser si on veut bien en profiter. Ses fleurs sont lourdes avec des sépales regroupés en boules de couleur aubergine. Celui-là, Christiane va bien le surveiller. Pendant que j'attaque sa plantation, Pierre a déjà commencé à planter les fougères persistantes. Et moi après ça, je me mets à l'arrosage. Cette petite fougère en dentelle, toute fine au premier plan, c'est le Polysticum setiferum. Ne vous fiez pas à son air discret, elle fait 60 à 80 cm de diamètre à terme. Et ce petit tapis, ce sont des Blechnums piquantes, petites fougères à feuilles vernissées. Il faudra bien sûr pailler tout ça, mais ça, Christiane m'a promis qu'elle s'en occuperait. Quant à moi, la prochaine fois, je serai en pleine ville, au milieu du béton, ça va nous changer. Et voilà Christiane, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à l'hiver prochain pour savoir si Thierry a bien rempli sa mission. Mais moi, je n'ai aucun doute. Et si vous aussi, vous voulez installer des plantes sous l'ombre, je vous ai déniché ce livre aux éditions Larousse, Plantes pour l'ombre. Des idées et des associations toutes simples pour colorer votre jardin toute l'année. Ici, au Restanque, les paysages doivent favoriser la création, car vous allez le voir, le chef jardinier et toute son équipe font vraiment preuve d'imagination.
Alain Bernès, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, on a coutume de dire que la nature et les touristes ne font pas bon ménage et que les touristes ne ménagent pas toujours la nature. Alors comment est-ce que vous faites, vous, ici, pour les faire vivre en bonne harmonie? La première chose que nous avons fait, c'est privilégier la flore. On a fait une flore très luxuriante, beaucoup d'arbres, beaucoup de végétaux, d'arbustes, typiques méditerranéens. Bien entendu, ça a créé un biotope qui a privilégié l'arrivée de la faune. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix des végétaux? C'est déjà le problème de l'eau, parce que dans le sud, évidemment, nous n'avons plus beaucoup d'eau. Depuis 2003, nous avons des périodes de sécheresse extrêmement longues, et ça nous a handicapés un peu dans le choix des espèces. Mais nous avons, grâce à des climats méditerranéens un peu partout dans le monde, des espèces comme par exemple le callistémon qu'on peut trouver en Australie. Nous avons donc réadapté ces végétaux sur le site. C'est vrai que dans le sud, le manque d'eau peut se faire cruellement sentir. Comment est-ce que vous gérez ça ici? Quand il y a des pluies fort rares, effectivement, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, mais quand nous avons des gros orages, donc au lieu d'avoir un ruissellement extrêmement abondant, nous récupérons dans les noues paysagères cette eau et nous la récupérons dans le lac. Nous récupérons aussi des eaux de piscine, des zones de piscine par filtration, donc on récupère aussi cette eau dans le lac, et voilà. En ce moment, tout est fleuri. Vous avez vu, donc actuellement, il y a des genêts qui sont en train de fleurir. Nous avons beaucoup de cistes aussi, cistes de Montpellier, toutes les variétés qui vont avec. En style méditerranéen, il y a bien sûr le romarin. Dans les endroits qui sont très arides, le romarin rampant, le romarin lavande, c'est-à-dire le romarin vulgaris, celui qu'on trouve un peu partout. Nous avons aussi la coronie, qui font de belles masses jaunes aussi. Dans les massifs, nous avons essentiellement des vivaces, parce que les plus adaptés. Des vivaces typiquement méditerranéennes, par exemple la santoline, je pourrais vous citer la santiline. On reprend aussi de la bruyère, il y a de très jolies bruyères. L'avantage des vivaces, effectivement, c'est l'entretien. C'est-à-dire que une fois qu'on a installé les vivaces dans les massifs, on va privilégier son développement et à partir de là, il n'est plus nécessaire de s'en occuper perpétuellement. C'est quand les massifs se sont bien installés. Donc, bien entendu, ça demande une intention journalière, il faut le dire, pour voir, d'ailleurs c'est notre métier, c'est de faire le tour du site pour voir exactement si tout se comporte le mieux possible par rapport à cette situation climatique qui, il faut le dire, n'est pas forcément la meilleure qui soit au jour d'aujourd'hui. Comment vous gérez un jardin de 25 hectares? Effectivement, le site fait 25 hectares, ce qui correspond quand même à 17 hectares d'espace vert. Et dans ces 17 hectares d'espace vert, il faut savoir que, bien entendu, si on faisait un jardin à la française, c'est quasiment mission impossible. Donc ce que nous faisons des travaux divers en arrêt végétatif, toujours dans le sens du respect de la plante, parce que c'est important. Il faut pouvoir respecter la plante. Beaucoup l'ignorent, c'est qu'une plante qu'on taille, par exemple, dans le style à la française, c'est des plantes qui vont sointer, qui vont avoir souvent une demande d'eau excessive, parce que, étant donné qu'on fait des blessures, ça va apporter aussi pas mal de maladies, tout ce qui est champignons, pucerons. Donc pour éviter ça, nous faisons, nos tailles en arrêt végétatif. Donc c'est l'hiver. L'hiver, nous avons énormément de travail. C'est le plus gros, ça peut, ici sur un parc comme celui-ci, ça représente à peu près 2000 m3, si vous voyez un peu ce que ça peut représenter, qu'on utilise bien entendu en compostage, en grande partie, en mulching. On réutilise tous ces déchets verts pour pouvoir réalimenter, bien entendu, les existants. La preuve aussi, les gazons, nous laissons un gazon rustique, ce n'est pas un gazon à l'anglaise, bien entendu, c'est un gazon qui est surtout prairie, très rustique. On laisse d'ailleurs, comme vous avez pu voir, des pâquerettes, toute plante qui aime s'installer va s'installer. Donc on a une surface verte qui n'est pas forcément très travaillée, qui n'est pas comme on trouve à l'anglaise, dans des golfs et autres. Et nous les tondons là aussi, procédé, ça s'appelle le mulching aussi, c'est des tondeuses qui sont spécialement faites pour pouvoir tondre. On laisse le surplus de tonte sur la surface, qui va se désagréger au fur et à mesure dans la semaine quasiment. Donc ce que nous avons apporté en engrais au début est réintroduit dans le sol, vu qu'on n'évacue pas du tout de déchets verts, et nous avons un résultat tout à fait satisfaisant au niveau de la nécessité de la plante rustique qui s'est installée d'elle-même. Ça j'insiste, parce qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce ce genre de gazon. Et vous êtes combien? Nous sommes 6. Pour la totalité du site, ça représente à peu près 5 hectares par personne, parce que quand je parle de ça aussi, nous avons des extérieurs. On parlait de 25 hectares du site dans son emprise, mais il faut savoir que dans la Provence, les feux sont chez nous quelque chose de prioritaire. Comme c'est un danger permanent, nous faisons des débroussaillements extérieurs.
La législation veut, je crois de mémoire, que ça soit à peu près 50 mètres au pied des habitations. Nous le faisons 50 mètres derrière la clôture. Et on fait le reste par rapport de la clôture à la maison. Ce qui nous permet d'avoir une sécurité pour nos clients en cas d'incendie. Alors Alain, en flânant un petit peu, j'ai eu l'impression que le jardin était habité. Je veux dire, pas que par des touristes. Oui, effectivement, nous avons une belle faune. Nous avons une faune d'animaux. Par exemple, nous avions parlé de hérons. Nous avons aussi de petits butors qui viennent nicher ici. Il faut quand même dire pourquoi ces animaux se sont réintroduits sur le site. Ce site, bien entendu, comme nous n'utilisons plus depuis maintenant 8 ans de produits phytosanitaires, nous avons complètement assaini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce fameux poison que les produits nous amènent. Tous ces produits étant nocifs auraient complètement nui à cette diversité. Et donc, depuis, je disais 8 ans, nous avons la chance de revoir la tortue cistude, que je pense qu'elle vient de la rivière Saint-Pierre. Nous avons aussi des petites poules d'eau, nous avons des martins pêcheurs, nous avons des pivers, toute une faune qui égaye, qui agrémente ce jardin, qui sans vie bien entendu serait un peu mort, il faut le dire. Il n'y aurait que des végétaux, mais sans faune, ce ne serait pas du tout un superbe jardin. Alain, les vacanciers qui viennent ici n'imaginent certainement pas toute la richesse de la faune et de la flore provençale. C'est pour ça que nous avons fait un parcours de découverte de la faune et de la flore. On a créé à cet effet aussi donc un petit livret qui nous permet de faire cette découverte avec des essences, des petites photos, des explications. Nous avons donc le club ado, le club des enfants, nous avons beaucoup d'enfants. Donc nous incitons les enfants à faire cette découverte. Nous avons donc des gens qui les amènent, des animateurs qui permettent justement d'animer ce parcours en faisant de la découverte, que ce soit par exemple des batraciens, ça peut être aussi, nous avons des serpents aussi, bon ce sont des couleuvres, donc rien de dangereux, mais bon ce sont aussi des espèces en voie de disparition, donc nous y faisons très attention. Alain, merci. Nous, il est temps de retrouver Coralie et ses précieux conseils. Eh bien, tu vois Myriam, le jardin est en pleine effervescence. Ce n'est pas le travail qui me manque, mais ce n'est pas non plus une raison pour oublier dans son coin le tas ou le bac à compost. Et aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de vous montrer ma canne à compost. Ce n'est pas une coquetterie, c'est un instrument très utile. Il a des ailettes amovibles et il me permet d'aller en profondeur dans le compost. Les ailettes ensuite se rabattent, je tire et donc les matières s'accrochent. Je peux donc bien aérer le compost en profondeur. Et ça, c'est très important. Il faut toujours que l'eau et l'air circulent. Ainsi, les micro-organismes travaillent mieux. Comme ici. Là, la canne a mordu à l'hameçon. On le voit aussi, ça me sert de sonde. Je vois qu'en profondeur, eh bien, le compost est bien humide. Il y a des vers, tout se passe bien. Et si votre composteur n'est pas encore plein à ras-bord, je vous conseille d'installer ce type de tuyau perforé que j'ai déjà utilisé dans votre compost. Là, je le mets jusqu'au fond. Il me permettra pendant la saison sèche de l'arroser à cœur. Mais bon, assez composté, il faut semer. Le persil plat ou frisé est indispensable, mais il faut se méfier de cet ombellifère qui peut mettre plus d'une vingtaine de jours à lever. En ce qui me concerne, il est impossible de surveiller un tel semis en plein mois de mai où je suis par Mons et par Vaux. J'ai donc adapté mon mode de culture à mon mode de vie, sans pour autant me passer de persillade. Et voici quelques compromis qui pourraient aussi vous intéresser. Après les ponts du mois de mai, je commence à semer en pleine terre. Mais avant cela, faites tremper les graines au moins 24 heures. Le problème, c'est que les graines sont très fines. Impossible de semer des graines tout agglutinées. Il faut donc les filtrer et les sécher dans un papier absorbant. Par contre, il faut les semer immédiatement. La levée est en cours, mais surtout, vous allez ainsi gagner plusieurs jours sur la levée des graines. Et si vous partez en week-end, couvrez votre semis avec des journaux mouillés. Pas pour la lecture bien sûr, mais pour maintenir la terre bien humide. Et toutes ces astuces sont bien sûr valables pour les semis en pot. N'hésitez pas non plus à semer toutes sortes d'engrais verts. Ici, je fauche la veste que j'ai semée l'hiver dernier.
Et regardez ces belles planches de facélie ou de moutarde. Elles sont magnifiques, ces fleurs très mellifères. On ne se lasse pas de les regarder, mais il ne faut pas non plus faire trop durer le plaisir de cette floraison parce que sinon, les fleurs montent à graines et là, elles se ressèmeront à leur guise. Vous avez sans doute remarqué que les herbes folles s'en donnent à cœur joie. Alors ne vous laissez pas déborder et attendez le lendemain d'une bonne pluie pour les désherber à la main. Vous verrez qu'elles s'enlèvent très docilement. Surveillez aussi l'assaut des ravageurs, comme on dit. Et je peux vous dire que cette année, les limaces et les pucerons sont au rendez-vous. Bien sûr, récoltez tous les légumes, navets, asperges, fèves, pois, radis et puis salades. En tout cas, régalez-vous de tous ces bons légumes primeurs. Il va falloir attendre quelques semaines pour profiter des légumes de Coralie. Heureusement, Fabien, chef du restaurant La Calade, a fait son marché ce matin et nous propose une recette méditerranéenne, cela va de soi. Donc aujourd'hui, nous vous faisons des filets de rouget à la tapenade avec des pointes d'asperges vertes. Donc pour commencer la recette, on va cuire les asperges dans un bouillon de légumes salés poivrés, environ 10 minutes. Maintenant, on va préparer la cuisson des filets de rouget, c'est-à-dire les fariner, les assaisonner, sel et poivre. Les filets de rouget sont cuits, on déglace avec un petit peu de bouillon d'asperges. Voilà, ce qui va nous permettre de faire la sauce. Sel et poivre. Et là, on va laisser mijoter 2 minutes, le temps de dresser la tapenade dans l'assiette avant les filets de rouget. Livre avant de se quitter. Bien jardiner, comme Coralie, aux éditions Solar. Tous les conseils et toutes les techniques pour réussir en 8 chapitres votre jardin. L'auteur Christiane Pessé a fait simple, clair et précis. Enfin, pour tous ceux qui ont un jardin dans le sud, des conseils d'experts cette fois pour cultiver, multiplier, sélectionner palmiers, bambous et graminées. N'oubliez pas notre site internet pour consulter nos bonnes adresses, profiter de nos conseils et jouer à notre quiz. Cette semaine, vous aurez peut-être la chance de gagner un séjour avec vue sur le golfe de Saint-Tropez. Je vous retrouve la semaine prochaine, côté jardin, bien sûr.